Je suis monté dans un taxi vers 2 heures du matin. La ville scintillait encore des lumières des boîtes de nuit, mais mon quartier était déjà calme. Après quelques verres de vin lors d'une soirée, je me sentais un peu fatigué, mais assez détendu. Les rues étaient presque vides, et le vent froid de la nuit était agréablement rafraîchissant. J'ai appelé une voiture via l'application, une procédure standard. Le conducteur s'appelait John, il s'agissait d'une berline noire. Tout me semblait familier. Lorsque la voiture est arrivée, je me suis installé sur la banquette arrière. Le conducteur était un homme d'âge moyen, avec des cheveux épais, légèrement négligés, et une barbe qui lui donnait un air sinistre. Il m'a fait un bref signe de tête sans même me regarder, ce qui était un peu surprenant. Tous les chauffeurs de taxi ont l'habitude de dire au moins quelque chose d'amical, mais j'ai décidé de l'ignorer. « Bonsoir », ai-je dit en essayant de cacher mon excitation. « a-t-il marmonné. J'ai cherché mon itinéraire, mais John m'a immédiatement dit qu'il savait déjà où j'allais. Cela m'a semblé étrange, car j'avais changé mon adresse pour une autre, plus précise, avant l'appel. Mais j'ai mis cela sur le compte des mises à jour techniques de l'application. Toujours calme, je me suis penché en arrière et j'ai commencé à faire défiler le fil d'actualité de mon téléphone. La voiture s'est déplacée en douceur. Les premières minutes ont été normales. Mon quartier me semblait familier dans le scintillement des lumières nocturnes. J'avais même l'impression de m'inquiéter pour rien. Mais soudain, j'ai remarqué que le conducteur ne cessait de regarder dans le rétroviseur et que ses yeux étaient fixés sur moi. Peut-être était-ce mon imagination, mais ses yeux semblaient trop intenses. J'ai senti l'angoisse monter dans ma poitrine. Pour me calmer, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai remarqué que nous avions quitté la route principale. C'était encore plus étrange. L'application avait clairement indiqué l'itinéraire à travers les rues principales, mais la voiture a soudainement tourné vers des ruelles sombres. « Excusez-moi, c'est un détour ?» demandai-je en forçant ma voix à être confiante. « Oui, c'est plus rapide », répondit-il sèchement sans se retourner. Sa voix m'a fait froid dans le dos. J'ai vérifié l'itinéraire dans l'application, mais le signal avait disparu. C'était comme si mon téléphone avait soudainement décidé de me lâcher au pire moment. Nous nous enfoncions dans une zone déserte. Pas de maison, juste des entrepôts vides aux fenêtres brisées et des tas d'ordures. Les lampadaires étaient éteints depuis longtemps. J'ai décidé de vérifier les portes. Elles étaient fermées à clé. La panique me gagne, mais je me force à rester calme. « Je crois que ce n'est pas la bonne route », dis-je, un peu plus fort que nécessaire. Il n'a rien dit. J'ai fait semblant de changer la position de mon corps, mais en réalité, j'ai commencé à chercher mon téléphone dans mon sac. Ma main tremblait un peu quand je l'ai sorti. Il n'y avait pas de signal. Même l'écran du taxi dans l'application n'indiquait plus mon itinéraire. « Arrêtez-vous, s'il vous plaît », ai-je insisté. Le chauffeur a freiné et j'ai été projeté en avant. Mon front a heurté le dossier du siège avant. La douleur m'a transpercé la tête. Mais avant même que je réalise ce qui s'était passé, la voiture s'est remise en route. « Ne vous inquiétez pas, nous serons là dans quelques minutes », a-t-il dit, sa voix ressemblant plus à une phrase qu'à une promesse. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai remarqué une chose étrange. Il y avait une bande de papier collée au rétroviseur, mais le texte était à l'envers. Je ne pouvais distinguer qu'un seul mot, « aide ». Ma respiration est devenue rapide. Il ne pouvait s'agir d'un accident. Mon cœur s'est mis à battre frénétiquement. Le conducteur a jeté un coup d'œil rapide dans le rétroviseur et a souri. Son sourire était terrible, vide, presque mécanique. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais faire quelque chose, et vite. Je cherchais quelque chose qui pourrait m'aider. Il y avait une clé à molette sur le siège avant. Elle était énorme et ne servait manifestement pas à réparer une voiture. Je me suis rendu compte qu'il pouvait s'agir d'une arme et j'ai été pris d'une panique froide. « Il faut vraiment que tu me déposes ici », lui ai-je dit. Il n'a rien dit, mais j'ai vu ses doigts se crisper sur le volant. Ma main s'est tendue vers la portière, mais elle ne s'ouvrait pas. Le chauffeur s'en est rendu compte, il s'est tourné brusquement vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas comprendre. Pas de la peur, mais du plaisir. « Où vas-tu » a-t-il grogné en m'attrapant le bras. La douleur a transpercé ma paume lorsqu'il a tordu mon doigt d'un mouvement sec. J'ai crié et lui ai donné instinctivement un coup de pied sur le côté. Il a gémi et j'ai profité de l'occasion. J'ai réussi à atteindre le levier de verrouillage de la porte. J'ai appuyé dessus et la porte s'est refermée avec un déclic. J'ai sauté de la voiture et je suis tombé sur le sol dur. Ma cheville gauche s'est tordue et la douleur m'a transpercé la jambe. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis précipité en avant, sautant presque sur une jambe. Derrière moi, j'ai entendu le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Il est sorti de la voiture et a crié quelque chose, mais je ne me suis pas arrêté. La route semblait interminable. Mon cœur battait la chamade et la douleur de mon doigt et de ma cheville se mêlait à la peur. Je perdais presque espoir lorsque j'ai vu des phares. Une voiture venait vers moi. J'ai couru jusqu'au milieu de la route en agitant les bras. La voiture a ralenti brusquement. Le conducteur a vu mon état et a immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, la berline noire avait disparu, mais je savais que je n'oublierais pas son visage. Lorsque j'ai été emmené à l'hôpital, le médecin a dit que mon doigt était cassé et que ma cheville était gravement foulée. Mais ce n'était rien comparé à ce qui aurait pu arriver. La police a déclaré que des personnes avaient déjà disparu dans la région après des courses en taxi. J'aurais pu être l'un d'entre eux. La douleur est restée en moi, physique et psychologique. Chaque fois que je monte dans ma voiture, mes doigts se serrent involontairement en un point et je sens encore l'élancement de mon doigt cassé qui me rappelle cette nuit-là.
J'ai commandé un taxi à 5 heures du matin. La nuit était noire et seule la faible lumière des lampadaires perçait l'épais brouillard. L'aéroport était à 40 minutes de route et je craignais de ne pas pouvoir prendre mon vol. L'avion était important. Je me rendais à une réunion qui pouvait changer radicalement ma carrière. Mon téléphone m'indiquait que la voiture serait là dans 3 minutes, mais l'attente me semblait interminable. Le monospace noir s'est arrêté en silence. Le conducteur était un homme portant une chemise aux manches retroussées, mince, aux yeux fatigués. Je n'ai pas fait attention à lui, car je revoyais la présentation dans ma tête. Il n'a même pas dit bonjour. Il a juste jeté un bref coup d'œil dans le rétroviseur et a hoché la tête comme pour confirmer que c'était bien moi. J'ai immédiatement remarqué que la voiture était trop silencieuse. Il n'y avait pas de musique, pas de bruit, juste le léger ronronnement du moteur. Le conducteur regardait la route avec concentration. J'ai essayé de me détendre, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Ces coups d'œil dans le rétroviseur étaient trop fréquents et l'itinéraire que nous empruntions semblait étrange. L'application indiquait un itinéraire direct par la route principale, mais il a tourné sur une route secondaire étroite. C'est une déviation ? Ai-je demandé, en me penchant en avant pour mieux l'entendre. Il a acquiescé, tout en gardant les yeux sur la route. Il y a du trafic sur l'autoroute. Cette route est plus rapide. Je regarde à nouveau mon téléphone, mais le signal a disparu. Pour une raison ou une autre, le réseau ne fonctionnait pas dans cette zone. C'était peut-être le brouillard. Mon anxiété a commencé à croître. Je sentais mes paumes devenir humides, mais j'ai décidé de ne pas dramatiser. J'étais peut-être simplement trop fatigué. Quelques minutes plus tard, nous avons roulé encore plus loin. Nous traversions maintenant un champ. La route était dans un état lamentable. Des fosses et des flaques d'eau. La voiture se balançait et chaque fois que je frappais mon épaule sur la portière, j'avais mal. « Vous êtes sûr que nous sommes sur la bonne route ?» demandai-je un peu plus vivement. Il acquiesça de nouveau. « Calmez-vous, je connais la région. » Quelque chose dans sa voix m'a alerté. Ce « calmez-vous » ne ressemblait pas à un réconfort, mais à un ordre. J'ai commencé à trembler. J'ai serré le téléphone dans ma main et j'ai essayé d'activer la navigation. Cela n'a servi à rien. Le conducteur a soudain ralenti. La voiture s'est immobilisée et j'ai senti que quelque chose me frappait par derrière. Mon cou s'est brusquement penché vers l'avant et la douleur a remonté le long de ma colonne vertébrale. J'ai failli jurer, mais je me suis retenu. Le conducteur est resté silencieux. J'ai remarqué que ses mains tremblaient sur le volant. J'ai demandé ce qui s'était passé, sentant la panique se transformer en peur. Il a dit « Donnez-moi une minute » et il est sorti de la voiture. Je suis resté à l'intérieur. L'obscurité était aussi épaisse que de l'encre et même les phares de la voiture ne m'aidaient pas à voir ce qui se passait autour de moi. Le conducteur a fait le tour de la voiture et s'est penché comme s'il inspectait quelque chose sous les roues. J'ai voulu sortir et aider, mais quelque chose m'en a empêché. Son comportement était trop étrange. Mon cœur battait la chamade. Je me suis penché pour fermer toutes les portes, mais j'ai remarqué qu'elles étaient déjà verrouillées. J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre, mais en vain. La panique s'est transformée en véritable terreur. Le conducteur a soudain ouvert le coffre. Je l'ai entendu sortir quelque chose. Un bruit métallique aigu m'a fait froid dans le dos. Il est resté quelques secondes derrière la voiture, puis s'est approché lentement de ma fenêtre. J'ai crié « Qu'est-ce que vous faites ?» en essayant de ne pas laisser la peur me paralyser. Il n'a pas répondu. Au contraire, il a commencé à étreindre lentement la voiture, en frappant la carrosserie avec le pied de biche. Le bruit m'a fait me mettre en boule. J'ai essayé de composer le 911, mais le téléphone ne fonctionnait toujours pas. À un moment donné, il a soudainement ouvert la portière de mon côté. J'ai essayé de sortir, mais il m'a attrapé par l'épaule et m'a tiré hors de la voiture. Je suis tombé par terre et mon genou s'est tordu dans un craquement. La douleur était infernale. J'ai crié. « Calmez-vous » a-t-il dit. « Allez-y ». Il a brandi le pied de biche en direction du champ sombre. J'ai compris qu'il voulait me faire sortir. J'ai boité, essayant de comprendre où aller. L'obscurité semblait sans fin. Le chauffeur m'a suivi, tapotant lentement le pied de biche sur sa paume. J'entendais mon cœur battre frénétiquement. À un moment donné, j'ai compris qu'il s'amusait. Il gagnait du temps. Il jouait avec moi. J'ai remarqué une faible lueur au loin. Peut-être une ferme, je ne savais pas, mais c'était ma seule chance. Je rassemblais toutes mes forces et changeais brusquement de direction, essayant de courir, malgré la douleur de mon genou. Le chauffeur criait, mais je ne pouvais pas comprendre les mots. Je ne pouvais qu'entendre ses pas derrière moi. Ils se rapprochaient de plus en plus. La douleur me transperçait la jambe, mais je me forçais à courir. La lumière se rapprochait de plus en plus. J'ai compris qu'elle pouvait être mon salut. J'ai atteint la maison et j'ai failli tomber sous le porche. La porte était verrouillée, mais j'ai commencé à frapper aussi fort que possible en criant à l'aide. La lumière à l'intérieur s'est intensifiée. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Un homme âgé se tenait sur le seuil, un fusil à la main. Lorsqu'il m'a vu, il a immédiatement évalué la situation. Le conducteur s'est arrêté, debout à la limite de la zone éclairée. Il n'a pas bougé. « Quittez cet endroit où je tire !» a crié le fermier en levant son fusil. Le chauffeur s'est figé. Il est resté là quelques secondes, puis a lentement fait demi-tour et est retourné dans l'obscurité. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Ils ont dit qu'il y avait déjà eu des enlèvements dans la région. Mon agresseur était probablement l'un d'entre eux. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à quelques kilomètres de la maison, mais il n'a jamais été arrêté. Mon genou est resté endommagé. La douleur me rappelle à quel point j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui,
chaque course en taxi est une épreuve pour moi. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans cet agriculteur et pour être honnête, je ne veux même pas l'imaginer. J'utilise rarement les services de covoiturage, mais ce soir-là, c'était le choix le plus logique. La journée de travail m'avait épuisé au plus haut point, des appels incessants, des tâches simples mais fatigantes qui semblaient absorber mes dernières énergies. La seule idée qui me restait en tête était de rentrer chez moi et de tout oublier, même pour quelques heures. Le téléphone indiquait que la charge était presque terminée, il fallait donc faire vite. Le taxi collectif promettait un trajet rapide. D'après l'application, il y aurait 3 personnes dans la voiture. Moi, un passager nommé Luc et un conducteur nommé Jim. D'habitude, je ne fais pas confiance au covoiturage, mais cette fois-ci, cela semblait approprié pour économiser de l'argent. Je n'ai même pas réfléchi aux détails. J'ai simplement appuyé sur « Confirmer » et j'ai attendu. La berline argentée est arrivée comme promis, presque sans bruit. Ses vitres teintées reflétèrent la lumière des lampadaires, créant l'effet d'une voiture idéale pour un trajet de nuit. Le chauffeur avait l'air sympathique, d'âge moyen, avec un sourire amical et des cheveux légèrement gris. Il m'a fait un petit signe de tête lorsque je me suis approché. L'intérieur de la voiture était propre et bien rangé. Un passager était déjà assis sur la banquette arrière. Luc, c'est son nom, était mince et portait un survêtement sombre avec une capuche sur la tête. Son visage était à peine visible dans l'ombre, mais son apparence générale me mettait étrangement mal à l'aise. Il n'a pas levé les yeux, complètement plongé dans son téléphone qui émettait une lumière blanche et froide. Je me suis assise à côté de lui. Le silence régnait dans le salon. Ma première impulsion a été de dire bonjour, mais Luc n'a même pas bougé. Ses doigts couraient rapidement sur l'écran, comme s'il était en train de taper ou de naviguer. J'ai décidé de l'ignorer et de me concentrer sur la route. La voiture se déplace en douceur. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Nous avancions dans les rues animées de la ville, où la lumière des lampadaires était parsemée de taches dorées. J'étais même un peu apaisé par la familiarité de l'itinéraire. J'ai regardé par la fenêtre, admirant les lumières de la nuit. Mais la cabine était trop silencieuse. Il n'y avait pas de radio, rien pour rompre le silence tendu, si ce n'est le ronronnement du moteur. À ce moment-là, j'ai remarqué que Luc ne tapait plus sur son téléphone, mais qu'il le tenait toujours. À plusieurs reprises, je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai remarqué qu'il me lançait des regards brefs. Ils étaient si froids et distants que je commençais à me sentir mal à l'aise. Ce type étrange créait une atmosphère désagréable. Nous sommes arrivés au premier arrêt. L'application indiquait que Luc devait descendre ici. La voiture a ralenti, mais il n'a même pas bougé. Il est resté assis, immobile et silencieux. J'ai remarqué que le conducteur a jeté un bref coup d'œil dans le rétroviseur, mais il n'a rien dit. Quelques secondes plus tard, la voiture est repartie. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me rendre compte que quelque chose n'allait pas. Nous avons quitté la route principale. Les rues sont devenues sombres. On aurait dit qu'on ne faisait plus partie de la ville. Mon téléphone a perdu son signal et j'ai senti l'angoisse m'envahir. La lumière des lampadaires n'éclairait plus la route, nous laissant dans un noir presque complet. Les phares de la voiture ne révélaient que des morceaux de la route. Je jette un nouveau coup d'œil à Luc. Son téléphone n'était plus allumé et il était assis, légèrement penché en avant, comme s'il m'observait attentivement. À ce moment-là, j'ai senti un frisson me parcourir le corps. Son regard était lourd et le silence dans la voiture semblait encore plus oppressant. Soudain, la voiture s'est arrêtée. C'était une ruelle si sombre que même les phares de la voiture parvenaient à peine à éclairer la route. Le conducteur se retourna et son regard n'était plus aussi amical. Ses yeux rayonnaient d'une froide indifférence et il y avait dans l'air quelque chose de menaçant. Luc a commencé à bouger. Il a fouillé dans sa poche et j'ai vu un éclat métallique. C'était un couteau. Mon cœur s'est figé pendant une seconde, puis s'est mis à battre si fort que j'ai cru l'entendre dans mes oreilles. La panique s'est emparée de ma tête, mais mon corps a agi automatiquement. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mais elle était verrouillée. Luc s'est rapproché de moi et j'ai senti qu'il me touchait l'épaule. À ce moment-là, j'ai rassemblé toutes mes forces et je lui ai donné un coup de coude sur le côté. Il a gémi mais n'a pas reculé. Son couteau brillait dans les phares et je savais que je n'avais pas d'autre chance. J'ai appuyé sur le bouton de déverrouillage de la porte et l'ai poussé de toutes mes forces. En courant à l'extérieur, j'ai senti le vent froid de la nuit me fouetter le visage. L'obscurité était épaisse, presque absolue. Je paniquais mais je me forçais à courir. Des bruits de pas lourds se firent entendre derrière moi. Luc me poursuivait. Il respirait difficilement et je l'entendais marmonner quelque chose, mais je n'arrivais pas à déchiffrer les mots. La lumière devant moi semblait être mon seul espoir. C'était une maison. La lumière du porche vacillait faiblement, mais c'était suffisant pour que je m'y précipite sans réfléchir. Arrivé à la porte, j'ai commencé à frapper aussi fort que j'ai pu, manquant de m'évanouir de peur. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Un vieil homme se tenait sur le seuil, un pistolet à la main. Son chien s'est mis à courir et à attaquer Luc, qui m'avait rattrapé. Ses aboiements et les cris de Luc ont brisé le silence de la nuit. L'homme m'a fait un signe de tête pour me dire d'entrer et j'ai obéi sans penser à rien d'autre.
La police est arrivée 20 minutes plus tard. Luc a été arrêté, mais le chauffeur a disparu. Des cordes, des menottes en plastique et d'autres objets inquiétants ont été trouvés dans la voiture. J'ai été emmené à l'hôpital où les médecins ont confirmé que mon poignet était cassé. Mais même après la guérison des blessures physiques, la peur est restée en moi. Parfois, la nuit, j'entends quelqu'un me suivre. Je me dis alors que Luc et Jim sont toujours à ma recherche. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas mon épisode sur les eaux mystérieuses ou regardez les histoires sur les événements effrayants dans les villages. Faites votre choix si vous l'osez.